Bonjour, bonsoir à tous. Je me présente Denis Lafay. Je suis journaliste. Je pilote le pôle idées société du groupe de presse économique La Tribune. Et je suis également directeur de collection aux éditions de l'Aube. Et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, on le voit depuis 8 semaines avec le débat éruptif sur la réforme des retraites. Ce qui désunit entreprises, politiques et citoyens semble bien plus volumineux que les opportunités de les réunir. Ce qu'a cristallisé une nouvelle fois cette joute, et la liste des exemples dans ce domaine est longue, c'est le déficit de confiance entre les acteurs de la société. C'est aussi l'antagonisation parfois hystérique, même haineuse, de ce qui fait désaccord. Or, rien n'est plus riche que le désaccord, mais à condition de s'en servir aux fins de construire ensemble. Et pour cela, faut-il que ces acteurs soient liés par la confiance. Je rappellerai les résultats de l'enquête annuelle produite par le Cevipof sur le degré de confiance des Français envers leurs institutions. Près de 60% d'entre eux ont peu ou pas confiance dans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, et ils sont 88% à exprimer la même déconvenue à l'égard des partis politiques. Comment en est-on arrivé à ce que l'entreprise composée de citoyens, le cénacle politique composé de citoyens, et les citoyens dans l'exercice de leur citoyenneté soient à ce point en isolement, en fracture et même en rejet les uns des autres? Sans doute parce que plus rien ou presque ne permet de faire cause commune, de faire, comme l'illustre merveilleusement Edgar Morin, communauté de destin. La réalité technologique, communicationnelle, consumériste, productiviste, matérialiste, la réalité des espaces et du temps, la réalité des mobilités et des générations, la réalité des confessions religieuses, la réalité des inégalités de toutes sortes, la réalité des radicalités politiques convoquant nationalisme, xénophobie, souverainisme, populisme et sécessionnisme configurent notre monde de manière fragmentée, labyrinthique et cloisonnée. Quant au moteur capitaliste, que dire? Que peut espérer une planète qui tolère que 2153 de ses 7,5 milliards d'habitants détiennent 60% des richesses? Que peut ambitionner un pays qui tolère que les PDG de ces 40 sociétés les plus emblématiques voient leur rémunération bondir de 12%, quand dans le même temps le taux de pauvreté croît inexorablement et que la crise des moyens appauvrit les secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, ces secteurs qui font lien, qui font commun, qui font société? Notre tolérance à ce qui est intolérable semble sans limite. L'ivresse de la cupidité hypothèque la réconciliation. Vivre ensemble apparaît être un dessein sinon impossible, au moins très difficile à accomplir. Comment s'étonner dans ces conditions que des démocraties représentatives couronnent Trump, Modi, Bolsonaro, Erdogan, Orban, Salvini ou Johnson? Les citoyens semblent préférer former un archipel qu'une terre commune, hérisser des remparts que dresser des ponts. Comme si imaginer, bâtir et donc vivre ensemble devenait au mieux une épreuve, au pire une chimère. Mais une nouvelle donne a surgi il y a déjà quelques dizaines d'années. Pendant longtemps, elle est apparue comme une source supplémentaire de discorde et de bataille idéologique, avec pour socle le rouleau compresseur néolibéral et dans son sillage le délitement des autorités d'État. Cette donne est l'écologie. Et malheureusement, encore aujourd'hui, du départ de Nicolas Hulot en 2018 à l'échec de la conférence pour le climat en décembre dernier à Madrid, les raisons sont faibles de croire que l'enjeu climatique peut être la catharsis agrégeant dans l'harmonie, entreprise, politique et citoyen. Ces raisons sont faibles, mais elles existent. Elles vont s'imposer à nous, et d'ailleurs c'est une chance. L'heure n'est plus de savoir qui des entreprises, des politiques, des citoyens doit apporter sa part aux défis climatiques, mais comment entreprises, politiques et citoyens dégagent un compromis, déterminent une trajectoire et ensemencent un chemin commun. Et pour cela, rétablissent la confiance. À ce comment sont convoquées les formes représentatives et participatives de la démocratie, le fonctionnement des modèles capitalistes et libéraux, la manière de concevoir l'éducation, la capacité aussi de se parler et de confronter des opinions avec tolérance. Mais plus encore est sollicité le rapport honnête de nous à nous-mêmes. On ne comprend pas le monde, on ne cautérise pas les plaies du monde si l'on ne se met pas en débat avec soi,
au fond de soi si l'on n'explore pas son monde avec courage et intégrité. Et pour nous y aider, afin de participer chacun à son modeste niveau à réenchanter le monde, à féconder un sens qui a fui ou nous échappe, nous devons nous ouvrir sans tabou, ni préjugés aux expérimentations et aux témoignages. Le chantier est immense, il met en scène une multitude d'injonctions paradoxales, il fait même peur, mais il est stimulant, des pistes surgissent chaque jour ou presque, les raisons d'espérer sont réelles. Et les expérimentations présentées par nos invités en sont, vous allez le voir, une démonstration souvent éclatante. Toutefois, l'enjeu cardinal est de savoir comment faire franchir à ces expérimentations les frontières du territoire ou de l'initiateur, comment les essaimer, les partager, bref, comment donner consistance et dynamique au préfixe « co ». Co comme coopération, support de l'économie symbiotique conceptualisée par Isabelle Delannoy, co comme coopétition, co-innovation, collaboration, co-construction. Ce co est, le démontre très bien le paléoanthropologue Pascal Pic, au cœur de la révolution que nous devons conduire. Mais pour cela, nous avons besoin de croire, d'espérer et d'agir. Voilà la mission de nos invités, nous donner des raisons de croire, d'espérer, d'agir. Et nous mettre sur les pistes de solutions, non des solutions toutes faites, mais des solutions que nous allons nous approprier et nous-mêmes modeler, des solutions qui accomplissent le vœu de Jean Jaurès, comprendre le réel pour aller vers l'idéal, des solutions qui nous engagent intimement et collectivement dans l'exercice de la bonne responsabilité, celle qui fait congruence entre ses enjeux propres et les enjeux d'autrui, des solutions qui dessinent une grande utopie fédératrice et un récit commun. Des solutions, c'est l'objectif, ne l'oublions pas, de ce Parlement d'avenir, dont je me permets par ailleurs de saluer l'exceptionnel travail de son chef d'orchestre, Jacques Hubrecht. Alors voilà, j'invite maintenant nos intervenants à me rejoindre. Coralie Dubost, Jean-François Caron, Fabrice Boissier, Christophe Chevalier, Dominique Massonneau et Jo Spiegel. Christophe Itier viendra tout à l'heure conclure. Et bienvenue tout de suite, ben c'est parfait. Comment ? Oui, j'aurais des questions. D'accord, alors à ce moment-là, mets-toi. D'accord, bon. Coralie Dubost, vous êtes députée LRM de l'Hérault et c'est à 2 titres en particulier que votre contribution au débat sera précieuse. Avant la députation, vous avez été juriste dans le droit des affaires et les droits de l'homme et vous avez ensuite mixé ces 2 spécialités pour exercer, dites-vous, naturellement dans le domaine de la RSE et notamment comme directrice adjointe de Montpellier Business School. Après votre élection, vous avez été rapporteur de la loi Pacte sur les volets partage de la valeur, raison d'être, entreprise à mission, des leviers bien sûr essentiels si je me réfère au thème de notre débat. Jo Spiegel est depuis 30 ans maire de Kingersheim, dans la banlieue de Mulhouse. Vous avez quitté le Parti socialiste en 2015, refusé la Légion d'honneur 1 an plus tôt, annoncé dès 2016 que vous ne vous représentiez pas en mars prochain. Vous êtes également président de Place Publique et vous nous raconterez aux côtés d'une de vos administrées, Dorothée, l'éventail des expériences passionnantes de rénovation et de revitalisation de la démocratie que vous avez déployées dans cette commune de 13 000 habitants, devenue un véritable laboratoire de démocratie locale. Alors vous ne parlez pas de démocratie participative, mais de démocratie lente et apaisée, de démocratie habitée et vivante, de co-élaboration et de co-construction démocratique, de fertilisation continue de la démocratie, de démocratie débarrassée des venins du pouvoir. Bref, vous parlez d'une révolution démocratique. C'est également l'objet du livre que vous publiez aux éditions Temps Présent, et si on prenait enfin les électeurs au sérieux. Jean-François Caron, vous êtes l'édile Europe Écologie Les Verts de Los-en-Gohelle, une commune de 6 500 habitants située dans le département du Pas-de-Calais. Vous nous expliquerez ce que vous avez expérimenté dès la fin des années 90 en matière de transition écologique. Et par exemple, c'est l'inscription du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial de l'UNESCO constitue un levier pour faire, je reprends le titre du débat, cause commune sur votre territoire. Vous nous direz aussi comment, à vos yeux, doit être circonscrit le bien commun et doit être questionné le dogme de la croissance.
Voilà pour nos invités élus. À la frontière de ou en prise directe avec la politique, il y a les institutions ou instances de gouvernance publique. Je suis ravi d'accueillir d'une part Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et un peu plus tard le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, Christophe Ithier. Chacun en mémoire Nicolas Hulot, quittant le ministère de l'écologie découragé face à la montagne d'obstacles se dressant devant lui, notamment les chocs systémiques et la puissance des lobbies. Vous nous direz s'il y a des raisons d'espérer davantage dans son domaine, dans votre domaine, cette économie sociale et solidaire, dont on sait qu'elle est source d'immenses opportunités, mais aussi d'opportunités fragiles. Ces opportunités, Christophe Chevalier, qui préside le groupe Archer à Romans, est la preuve de leur accomplissement. Romans, autrefois capitale de la fabrication de chaussures, mais qui a dépéri sous le joug de la désindustrialisation, et à laquelle vous tentez de redonner des lettres de noblesse, mais pas n'importe comment. Que vous agissiez sous votre propre marque Made in Romans, garantie 100% locale, ou pour le compte de sous-traitants, vous travaillez à une triple résurrection. Celle du territoire donc, celle des savoir-faire dans ce secteur de la maroquinerie, et celle aussi des salariés, choisis en priorité parce qu'ils sont en grande difficulté professionnelle. Enfin, Dominique Massonneau viendra témoigner à l'instar de Christophe Chevalier que l'entreprise, lorsqu'elle est pensée sur ses trois pieds, l'enjeu économique, l'enjeu social, l'enjeu humain, produit une double performance, économique donc, mais aussi sociétale. De quoi réconcilier peut-être ce monde de l'entreprise avec les citoyens, qui à bien des égards lui témoignent de la méfiance. D'entrepreneur salarié chez Vinci et qui a bénéficié d'un ascenseur social aujourd'hui en panne, il est devenu, une fois à la retraite, entrepreneur tout court. Et avec succès, puisque M Énergie emploie désormais 350 personnes et génère 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il nous dira comment ce si noble verbe, entreprendre, peut aider à faire cause commune. Voilà, je vais commencer avec vous, Jean-François Caron. Vous êtes maire donc EELV de Los en Goële. Première question, l'enjeu crucial du rapport de confiance entre citoyens, politiques et entreprises. Est-ce qu'on l'aborde singulièrement selon sa sensibilité, son obédience politique? Alors je suppose que oui, mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus, y compris que vous nous disiez ce qui peut rassembler au-delà des chapelles politiques. Alors, s'il y a une question compliquée, c'est d'évoquer tous les paramètres qui peuvent permettre de recréer de la confiance et tous ceux qui la détruisent. Donc, c'est abyssal comme question. Moi, ce que j'ai envie de dire dans l'introduction à ce débat, et surtout que vous avez reposé la question de la croissance, par exemple, qui pour moi est une religion plutôt qu'une logique économique, c'est qu'on est dans une difficulté existentielle de nos sociétés qui est majeure. C'est-à-dire que ce qu'on vit, c'est pas faire attention au social, faire attention à l'environnement. Non, ce qu'on vit, c'est un changement de modèle profond. C'est un modèle qui, en gros, a démarré aux grandes découvertes et qui a vu la puissance de feu de l'homme augmenter. On va sur la Lune, on fait plein de choses, on a ponctionné des ressources et on est à la fin de ce modèle. Ce modèle, il est mort, c'est factuel, c'est pas une opinion. Pourquoi c'est factuel? Parce que les ressources ne sont pas à l'infini. Par exemple, le cobalt est disparu. Il en reste un peu au lac Tanganyika, qui est dans une réserve mondiale, mais ça ne va pas durer longtemps. On va trouver le moyen de l'ouvrir, cette réserve, et il n'y en aura plus. Et c'est le début d'une longue série. Et tout le modèle économique du monde, il est basé sur une énergie fossile à bas coût, et ce modèle, il va s'écrouler. Et en plus, les questions environnementales d'accès aux ressources ne sont pas des questions environnementales, mais des questions sociales, puisque celui qui va bosser au SMIC avec sa voiture, il ne peut pas se payer 10 centimes d'augmentation de carburant. Celui qui a une maison et qui a des enfants, dans ma commune, il y a plein de gens qui chauffent qu'une pièce. Donc les questions environnementales sont des questions sociales. Donc, accès aux ressources, on est à la fin. Alors, on est sur un pas de temps de 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein, d'accord? Mais quand même, c'est la fin de ce modèle. Et le problème, et alors je ne compte même pas le problème des impacts, des rejets dans l'atmosphère, du dérèglement climatique, qui est un autre sujet, c'est ces matériaux qu'on a consommés, on les relargue, ça va des perturbateurs endocriniens, etc. Bon. Donc ce qu'on vit, c'est déchirant. C'est la fin d'un modèle, et c'est Gramsci qui parle très bien de ça, hein, quand il dit que, enfin moi je vais le dire avec mes mots, il le dit comme il le souhaite, mais en gros, quand on est dans ce moment où le modèle est mort, mais c'est comme une grenouille à qui on a coupé la tête, ses pattes, elles s'agitent encore,
Et comme le modèle sent que c'est la fin, elle s'agite frénétiquement. On est dans un moment qui est un moment d'angoisse, qui est extrêmement anxiogène. Pourquoi? Parce que devant nous, il y a du brouillard. Et pourquoi il y a du brouillard? Ce qui caractérise là, tous les acteurs qui sont ici, c'est qu'on est dans ce moment où le nouveau modèle de développement n'est pas encore apparu. Et on est au milieu du gué. C'est la question d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui est vachement intéressant. Il emploie le mot de ligne de crête. De quel côté va-t-il tomber? C'est extrêmement intéressant à regarder. Donc, dans ce moment-là, on a deux difficultés. La première, c'est comment on arrive à caractériser ce nouveau modèle, d'où l'intérêt des possibles territoriaux, locaux, ou dans des entreprises, ou dans des réseaux, où on fait apparaître des signaux de perspective. Et donc, c'est un enjeu de changement d'imaginaire. J'ai envie de dire que c'est plus un enjeu d'artiste qu'un enjeu d'ingénieur, parce que c'est une question de changement des représentations. Et on a un deuxième sujet qui est que passer de l'ancien au nouveau modèle, alors le nouveau modèle a des signaux faibles, hein, par exemple le renouvelable plutôt que le fossile. Mais il y en a plein comme ça, un certain nombre. Mais ce n'est pas encore cristallisé. Et donc, le deuxième sujet qu'on va avoir à traiter, c'est la transition, c'est-à-dire passer d'un état à un autre. Alors justement, en parlant de transition écologique, la transition, ce que vous entreprenez dans votre territoire, c'est une manière aussi de trouver le chemin dans ce brouillard dont vous parlez. Il y a une parabole qui vous est chère, oui. C'est celle de l'étoile et des cailloux blancs, oui. Et qui illustre bien justement ce que vous entreprenez dans votre commune. Oui. Dites-nous en quelques mots. La question de la transition, c'est plus une affaire de nouvel imaginaire, c'est une question de conduite de changement. Et donc, c'est des sciences humaines et sociales, mais tous les gens d'entreprise connaissent ça, hein. C'est extrêmement bien décrit, mais c'est extrêmement compliqué. Bon. Et donc, supposons que le nouveau modèle apparaisse, qu'on entre en transition, c'est compliqué parce qu'on a toutes les résistances au changement, soit par les inerties du système, soit parce que tous ceux qui vont perdre des parts de marché, au propre comme au figuré, résistent, et que ceux qui vont les gagner ne sont pas encore complètement apparus. Donc on est dans ce moment-là, et c'est là où l'intérêt de l'entrée territoriale, comme à Los Angeles ou dans d'autres territoires, c'est intéressant. Parce que le territoire, c'est un facteur d'engagement pour les acteurs, parce que c'est un chaudron dans lequel vous avez les acteurs économiques, les acteurs politiques, enfin, vous avez l'ensemble des acteurs, et que vous pouvez, dans une innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Donc une transition qui va être une innovation, c'est comment on crée les conditions de la confiance à l'échelle d'un territoire qui vont permettre d'entreprendre autrement, avoir une nouvelle stratégie. Et là, effectivement, dans l'analyse de ce qui s'est passé dans ma commune à Los Angeles et à d'autres, puisqu'on est en train de monter une logique de fabrique des transitions basée sur l'observation des désobéissances du local, des désobéissances à la pensée unique. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Los Angeles, c'est que, la question culturelle est majeure. Si on dit aux gens de se renier, ils ne peuvent pas se mettre en transition, d'où l'intérêt pour nous de l'inscription UNESCO, qui était une façon de faire le deuil du charbon en disant, voilà, ça fait partie de l'histoire de l'humanité, on peut passer à autre chose. Et les 4 piliers, implication des acteurs, parce qu'on se transforme quand on est dans l'action. Et j'ai une conférence là, c'est sympa. Bon, il y a peut-être des gens qui disent ce qu'il dit Caron, ouais, c'est pas mal, tiens, mais demain matin, la vie continue pareil, quoi. Alors que quand on est dans l'action, qu'il y a de l'expérientiel, les neurosciences nous apprennent que ça fait changer profondément. Donc comment on se met dans l'action? Premier pilier. Deuxième pilier, comment on attrape la question du systémique? Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est tous les processus de coopération, de transversalité, comment les biens communs sont au cœur de la valeur ajoutée et non pas des variables d'ajustement du modèle économique. Je rêverais de parler de ça avec des chefs d'entreprise et prendre un petit peu de temps, parce que c'est une question majeure. Or, pour l'instant, je ne sais pas comment l'entreprise est valorisée quand elle aide les biens communs, ou en tout cas relativement à la marge. Le troisième pilier, c'est comment on crée les conditions de la désobéissance à la pensée unique. Alors là, avec 25 ans d'expérience, j'en ai 1 milliard d'exemples de toutes les choses qui sont interdites ou qu'on n'a pas le droit de penser, hein. Et puis le dernier, c'est celui dont vous me parliez, c'est l'étoile et les cailloux blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, on peut changer par la peur ou le désir. La peur, on l'a, l'effondrement, il commence, on le voit arriver progressivement. On peut espérer changer par la morale et la contrainte, c'est ce qui me fait des fois des écarts avec mes propres amis. De mon point de vue, l'important, c'est d'entrer par la question du désir. Et donc, on a besoin d'une étoile dans le ciel qui brille et qui nous met en désir. Parce que le désir, c'est Patrick Vivray et beaucoup de philosophes qui ont travaillé là-dessus, c'est de l'énergie. Si vous êtes vraiment amoureux, vous faites le tour de la Terre. Sinon, c'est que vous n'êtes pas complètement amoureux. Donc, comment on met en désir le nouveau modèle de développement? On a besoin d'une étoile qui brille. Le problème, c'est que si l'étoile, elle est dans le ciel et qu'elle n'est pas atteignable, elle nous met dans la sidération, elle nous met dans la colère. C'est les gilets jaunes. Une société qui se gave
et eux qui ne sont pas invités au banquet. Voilà. Ça crée de la colère, de la sidération. Donc, il nous faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Et si je prends l'exemple de Los Angeles, il y a plein de problèmes qui ne sont pas réglés, d'accord, mais on a une étoile globale. C'est la ville qui était la caricature du développement non durable. Système minier, je peux vous décrire comment ça nous laisse toutes les séquelles, hein, humaines, environnementales. Et comment ça peut devenir une étoile? Comment, par exemple, un plan solaire, je vais vous donner l'étoile du moment, parce qu'on en a plein, des étoiles, ça s'appelle une constellation, à un moment. Par exemple, on rêve. Et donc c'est la réhabilitation du rêve en politique qui me paraît absolument fondamentale. Souvent je dis aux gens, c'est quand la dernière fois que vous avez rêvé en politique? Alors il y en a qui font la gueule, puis il y en a plein qui sourient fort. Bon, je les ai repérés, je les ai regardés. Et donc ceux-là, ils sont dans quel type de démarche par rapport à la... Alors si je prends l'exemple du plan solaire, eh ben, ce type d'étoile, une de nos étoiles, c'est de devenir accolé à la Belgique, donc près de la banquise, hein, c'est tout au nord, là-bas, de devenir la commune qui pourrait être la première intégralement solaire. On a commencé par une centrale au sol, on a fait la première église solaire de France. Actuellement, tous nos bâtiments municipaux sont couverts en solaire. Et on a monté un plan citoyen, tenez-vous bien, on a trop de sous. Par l'investissement citoyen, pourtant les gens sont pauvres, hein, chez nous, et on va maintenant proposer aux habitants de nous donner leur toiture. Ce qui veut dire que l'étoile, c'est la ville solaire, alors que c'est un impensé complet. Et les petits cailloux blancs, ben voyez, ils montent. Donc, conclusion de tout ça. Ouais. Si on arrive à mettre des territoires... Ouais, je suis désolé. C'est passionnant, mais malheureusement... Je termine en 30 secondes. Et en plus, j'ai une dernière question à vous poser, avec une réponse très courte, mais j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que je parle de la fabrique des transitions ou pas, ou c'était la dernière question? On en parlera peut-être... Non, c'était... Concluez d'abord, et puis j'arrête alors, à ce moment-là, si j'ai pris trop de temps. Non, mais je ne veux pas piquer sur... J'ai une petite question. Vous avez fait le constat, et c'est intéressant parce que nous avons des chefs d'entreprise ici et sur la scène. Vous avez fait le constat que des entreprises qui se sont mobilisées justement dans l'aventure de la transition écologique ont fait leur l'idée elle-même de modifier leur organisation, leur management, parce qu'elles se sont retrouvées confrontées à des réalités que peut-être elles méconnaissaient auparavant. En deux mots, dites-nous justement ce que vous avez réellement constaté dans ces entreprises. Et est-ce que c'est une réalité, ça? Ce qu'on peut observer, c'est une culture de l'entrepreneuriat qui monte. C'est des relations entre les acteurs publics et les acteurs économiques beaucoup plus riches, et notamment parce que beaucoup d'entreprises ont intérêt à avoir une relation au territoire pour toute une série de raisons. Moi, je travaille beaucoup sur les questions d'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. C'est absolument central, puisque dans cette logique-là, on est par des réponses, on est dans des assemblages de solutions plutôt que dans de la production de biens. Et donc, ce n'est pas exactement les mêmes paradigmes. Ça requiert du territoire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de construire du sens ensemble, une vision, parce que l'étoile, finalement, c'est une logique de vision. C'est ce qui permet de développer une stratégie. Et à ce moment-là, dans le respect des places de chacun, de nouveaux types d'alliances et de partenariats peuvent se construire. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec les acteurs du bâtiment, la Fédération française du bâtiment, aussi bien les poids lourds que les gens de la CAPEB et des acteurs de petite taille, sur comment le bâtiment intègre la nouvelle donne énergétique, comment intègre les nouveaux matériaux. Je préside une structure d'intelligence économique qui s'appelle le CD2E, création, développement d'éco-entreprises. On a fait l'émergence d'un pôle de compétitivité à Los Angeles. Et donc, dans cette logique-là, il y a des nouvelles convergences. L'intérêt de l'entreprise, il n'est pas exactement le même dessus de la municipalité, mais il y a des endroits où oui, ça fait conjoint. Et donc, le sens commun, finalement, permet de faire des convergences fécondes. De réunir. Monsieur Boissier, vous êtes donc directeur général délégué de l'ADEME. Vous êtes au cœur de l'enjeu environnemental et énergétique, bien sûr, et vous êtes au cœur d'injonctions paradoxales qu'on évoquait en préambule, puisque vous êtes le point de rencontre des acteurs publics, d'État, privés, associatifs qui sont concernés par l'enjeu. Et par point de rencontre, j'entends bien sûr lieu de convergence, mais aussi lieu de divergence et parfois même d'intérêts contraires. Alors qu'est-ce qui rend si difficile de faire s'accorder justement tous ces acteurs? Je dirais que c'est le brouillard. C'est le brouillard dont parlait Jean-François. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un modèle et on a tendance à avoir une focale qui se rétrécit. On regarde le mur. Et comme dit Jean-François, si on n'a pas de désir, si on ne sait pas où on va après, eh ben forcément les antagonismes augmentent. Et pire encore, comme en plus l'imaginaire qu'on propose pour l'après, maintenant c'est la collapsologie, c'est l'effondrement, voilà, ça ne peut que conduire à ce que chacun reprenne ses billes et revienne sur son cercle. Donc c'est essentiel quand on est là de faire la démarche qu'a proposé Jean-François Caron sur son territoire, qu'on réussisse à la répliquer ailleurs et à en faire quelque chose de matriciel
qui soit valable pour tous. À l'ADEME, notre rôle, c'est justement, de proposer au niveau de l'étoile un modèle de société française qui puisse être sobre, durable, solidaire et prospère, et en même temps d'accompagner les acteurs là où ils en sont pour poser les cailloux blancs. Alors quand je dis poser un modèle de société sobre et prospère à l'horizon 2050, on s'est essayé à faire ça, on a fait des prospectives, et on arrive à dessiner une France qui est très différente d'aujourd'hui. Évidemment, on n'aura plus chacun sa voiture individuelle. On ne construira plus des pavillons individuels qui étendront de plus en plus les métropoles. Peut-être qu'on va y perdre, mais on va aussi beaucoup y gagner. Parce qu'en rénovant nos logements, on va créer de l'emploi local, on va reconstruire de la solidarité dans les villes, en ayant de la mixité entre les lieux de travail, les lieux de vie. On va, en passant au covoiturage, aux mobilités actives, aux transports en commun, réorganiser les territoires. On va relier des territoires qui sont aujourd'hui coupés des métropoles. Il y a un enjeu de pédagogie qui est clé, finalement. C'est essentiel. Il faut qu'on dise que la transition écologique, ce n'est pas une affaire d'ingénieur, ce n'est pas une affaire de savoir quel est le type d'énergie, est-ce que c'est renouvelable ou du nucléaire. C'est comment est-ce qu'on reconstruit un vivre ensemble. Et donc ça, il faut qu'on réussisse à le partager. C'est vraiment l'enjeu que chacun soit porteur dans son territoire, dans son entreprise, de dire oui, moi je pense que là où je suis, en agissant, je peux contribuer à ce modèle qui a du sens et qui va créer du vivre ensemble. Et alors, vous êtes vous aussi très attaché à la notion de territoire, et notamment au principe de la pyramide inversée. On fait remonter des territoires, des expérimentations d'irréalité, on les fait donc remonter au niveau central. Quelle gouvernance faut-il imaginer pour que justement l'ensemble de ces acteurs qui font l'objet du débat puissent vraiment coopérer, s'entendre et coopérer? Il faut absolument qu'on ait une gouvernance qui honore les relations. Quand on passe d'une logique économique à une logique écologique, ça veut dire qu'on va passer d'une notion où le signal prix est le seul vecteur de relation à une notion écologique où c'est le système qui compte. Et donc toutes les relations, dans toute leur nature, que ce soit des relations physiques, sociales, économiques, jouent. Et donc il faut que notre gouvernance prenne en compte ça. Je prends un exemple très concret. Dans le pays de Thouarset, il y a des agriculteurs qui se sont dit on va mettre en place un méthaniseur. Méthaniseur, ça aurait pu être tout simple. C'est eux, ils ont des déchets. Il les livre à la porte du méthaniseur, il y a un industriel qui produit, il fait de l'énergie, il gagne de l'argent. Ça, c'est le modèle d'aujourd'hui. Mais ils se sont dit, c'est pas ça. Nous, le méthaniseur, c'est un des organes qui fait vivre le système agricole sur lequel on est. Parce que les déchets qu'on produit, ça fait partie de la biomasse qu'on transforme, et donc le méthaniseur, il fait partie de ce système-là. Et le méthaniseur, il produit du digestat, qui doit être l'engrais pour remplacer les intrants chimiques qu'on a. Et donc, la gouvernance qui se met en place, c'est bien sûr l'exploitant du méthaniseur, l'industriel, il est partie prenante, mais les agriculteurs sont aussi partie à la gouvernance pour se partager ce qui sort de ce méthaniseur en termes de digestat. Donc voilà, il faut qu'on ait une gouvernance qui honore tous les types de relations qu'on a. J'ai pris un exemple d'une entreprise, on pourrait prendre l'exemple d'un territoire, mais Jean-François en a déjà parlé, et on pourrait prendre l'exemple d'une région, REF 3 dans les Hauts-de-France, a mis en place toute une gouvernance de concertation pour imaginer le modèle qu'il voulait construire dès maintenant. Il faut qu'on soit inventif. Et alors, en parlant d'inventivité, je me tourne vers Joe Spiegel. On le voit bien, le sujet fondamental qui est posé par notre débat, c'est le fonctionnement de la démocratie, qu'elle soit directe, locale, représentative, participative. Cette démocratie est, nous le savons tous, vulnérable, défaillante et elle est en danger. Mais comme elle seule est la solution, nous avons tous le devoir de la revitaliser, de la réinventer. Et vous, Joe Spiegel, donc vous êtes maire de Kingersheim, vous êtes président de Place Publique, qui est un mouvement politique dont les grands items, je les résume en quelques lignes, vous m'arrêterez si je me trompe, mais sont de lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre les inégalités, lutter contre les idéologies identitaires, xénophobes, séparatistes, nationalistes, lutter pour que la démocratie, la solidarité, l'écologie forment l'axe cardinal de l'Europe. Alors, j'ai une simple question. Qu'est-ce qui fait, selon vous, interdépendance entre toutes ces luttes et comment se nourrissent-elles, justement, les unes les autres? Et ce n'est pas seulement des luttes, c'est aussi des espaces de co-construction, parce que je crois que ce monde va changer à la fois grâce à la culture de l'indignation, grâce à la culture de l'utopie et grâce à la culture de l'engagement. Et moi, en tant que président de service très humble de Place Publique, et je ne veux pas faire le prosélytisme, moi, j'ai réadhéré à un mouvement citoyen, parti politique, parce que je ne supportais plus les démarches claniques, partisanes, et de réduire la démocratie à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, sur la base de leviers qui sont ceux de la séduction, de la caricature, de la posture. J'en ai marre. Et les gens en ont marre.
Et donc, on a souhaité qu'un mouvement, mais il y en a d'autres sans doute, et je le dis avec beaucoup d'humilité, qui essaie de retrouver le sens du débat, place publique, de refabriquer des idées. Je suis désolé, Salvini, il a des idées claires sur la base du basisme, de la démagogie. Les gens, ils viennent adouber quand ils viennent dans les villages. Orban, Trump, comment expliquer ça? Et donc, il faut refabriquer les démocrates dans leur diversité, refabriquer des idées. Puis surtout, il faut sortir du monde des certitudes. Moi, j'ai gardé 3 convictions qui sont le moteur des transformations. Dès lors qu'on construit une démocratie construction, c'est-à-dire une démocratie qui engage, qui est sur une grammaire démocratique aboutie. La première, c'est de relier démocratie et exigence. Il y en a marre de considérer que la démocratie puisse être à ce point infantile et de considérer que les gens pensent en effet que la politique est ainsi une cour de récréation. La deuxième chose à relier, c'est la démocratie et la transformation. Je ne peux pas imaginer une démocratie qui ne soit pas transformatrice. Non pas le modèle de la révolution ou de la réforme. Je suis désolé, hein, quel que soit le gouvernement qui s'en succédé, la réforme, pour beaucoup de gens, c'est l'austérité, c'est la régression. Eh bien moi, le modèle, c'est le modèle d'Edgar Morin, c'est la métamorphose, la transformation progressive, personnelle et collective. Et la méthode, ce n'est pas le consensus mou qui se décide dans l'entre-soi de quelques notables, c'est la construction de compromis dynamiques qui est la démarche la plus aboutie de l'intelligence collective. Et j'aime me retrouver parmi des entrepreneurs entreprenants qui sont au fond des quêteurs de sens. Jean-François l'a dit tout à l'heure, nous sommes en déficit de sens de notre société. Et donc il s'agit de voir comment on peut répondre d'une manière fertilisante aux 3 urgences climatiques, sociales, démocratique. Regardez, au moment où les invisibles se regroupaient dans le rond-point de France en disant « il y en a marre, le 15 du mois, je cherche à comment vivre ». Il y en a marre de cette démocratie, on se moque de nous, on nous drague pour les élections, on nous oublie comme citoyens dans l'intervalle des élections. Au même moment, il y a une marche pour le climat. Il faut donc aujourd'hui construire, on ne l'a pas, c'est tout le travail de rénovation politique, d'un logiciel politique qui permette de fertiliser ces 3 points. Comment considérer l'écologie qui ne soit pas punitive et qui soit solidaire? Comment considérer une solidarité qui imagine les générations futures? Comment transformer sans associer toutes les ressources de sens, d'intelligence et d'expertise, entrepreneurs, organisations, citoyens, experts? Et c'est ça la démarche importante de co-construction dans la durée. Vous parlez d'Edgar Morin, je compléterai en disant que ce qui est absolument essentiel aussi, et Edgar l'explique bien, c'est d'accepter la complexité du monde, d'accepter de regarder le monde dans sa complexité et aussi d'accepter de se regarder soi-même dans sa complexité. Or, aujourd'hui, on est dans une logique quand même, il y a une époque d'hyper-simplification de tout, et ce qui obstrue aussi notre discernement. Un mot sur la démocratie, alors vous pourriez nous en parler pendant des heures, et ce serait, je le sais, passionnant. Malheureusement, le temps est compté. Et justement, je voulais parler du temps avec vous, parce que vous appelez à une démocratie, je le disais en préambule, habitée, vivante, apaisée, coélaborée, vous le dites à l'instant, continue, et pour cela, vous appelez à une démocratie lente. Est-ce possible aujourd'hui ? À ne pas confondre avec la réactivité de réponse ou des services publics. La démocratie, je veux qu'elle soit lente. C'est une provocation, mais elle doit être lente, c'est-à-dire maturée. Et tout est lié. Une démocratie construction ne peut pas s'inscrire dans la dictature de l'immédiat. Et donc, on diffère profondément de tous les simplistes, de tous les populistes qui font croire que l'avènement du monde de demain, c'est par une réunion publique, par les barricades ou par autre démarche. Et donc, pourquoi une démocratie lente? Parce qu'il faut intégrer 3 éléments essentiels de l'agir public, qui est d'une part la complexité. Je n'ai pas vu un sujet qui ne soit pas complexe. Et donc, les démocrates doivent affirmer que tout problème est complexe et qu'il faut accepter l'idée de la complexité. La deuxième chose, c'est la notion d'altérité. Quand je viens en débat public, ce n'est pas seulement pour ma pomme, c'est pour l'autre, y compris celui qui n'est pas né et qui est déjà mon frère aujourd'hui. Et puis, il y a la question de la maturation. Et donc, on est dans un antidote de la dictature de l'immédiat, et les instances de participation qu'on a mises en œuvre traduisent ça. Il n'y a pas un conseil participatif qui ne prenne pas le temps de la co-construction pour avancer sur des compromis dynamiques. C'est une démocratie de fraternité, elle doit être lente, c'est-à-dire accepter le dialogue, accepter de mettre sur la table des désaccords pour construire des accords. Et tout est lié. Démocratie construction, démocratie lente, démocratie édifiante. Comment passer le temps de passer du jeu responsable au nous collectif. Toute la trame, toute la complexité d'une démocratie de fraternité, elle est là. Comment passer du jeu au nous collectif et solidaire. Vous êtes réellement un disciple d'Edgar, à vous écouter. Quand on vous écoute ou quand on vous lit, il est question d'un vocabulaire, d'un lexique très riche, très beau.
notamment de grandissement personnel, de restauration de la dignité, de bien commun, de mystère de l'homme, d'un exercice exigeant et responsable de la citoyenneté. Il est question de mettre les administrés debout et de les rendre copropriétaires de l'intérêt général et donc coproducteurs de la décision publique, vous venez de le dire. Mais je retiens en priorité un thème que je trouve très beau, la démocratie est naissance. C'est le thème d'Hannah Arendt, c'est le pouvoir commencer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré que la démocratie doit être une démocratie continue. Non pas une démocratie en continu, avec des palabres sans fin et sans conclusion, mais une démocratie continue. C'est quoi? C'est le principe que chaque fois que nous mettons en agenda un projet inscrit dans le contrat municipal sur la base duquel nous sommes élus, il s'agit de dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, c'est une notion de congruence, ou à partir d'une pétition qui est une bonne nouvelle pour la démocratie, alors nous ouvrons une séquence démocratique qui a un début et une fin. Et qui constitue la phase décisive qui impacte la phase décisionnelle des élus. Et donc, je ne fais plus d'opposition entre citoyens et élus, entre démocratie, construction, démocratie de représentation. C'est ce que j'appelle le continuum démocratique, à condition que ce soit une séquence préparée, validée d'abord par un conseil communal de la démocratie, préparée par une équipe projet qui est toujours composé d'un porteur politique, d'un porteur technique et de 3 citoyens engagés qu'on appellera agro-acteurs. Dorothée Dumortier, qui témoignera tout à l'heure, fait partie de cela. Et je demande, avec le Conseil communal de démocratie, que la séquence soit enrichie de toute la grammaire démocratique. Une grammaire et non pas un alphabet politicien, une grammaire démocratique édifiante. Accepter d'écouter, se mettre à l'écoute, donner du sens, susciter le débat, co-élaborer, s'engager. C'est les 5 principes de la taxonomie démocratique qu'on a mise dans notre commune. Et alors, il y a un outil, une instance participative qui prend en compte la co-construction, qui constitue la pierre angulaire de tout processus de décision et qui est absolument absent dans notre pays. Et cette co-construction, elle se fait grâce aux conseils participatifs qui sont nés le premier soir de la réunion publique, qui institue la séquence démocratique. On invite aux habitants volontaires de s'inscrire dans ce conseil participatif. On fait un tirage au sort pour permettre la diversité. On demande aux élus majoritaires, minoritaires de s'inscrire dans le collège des élus. On demande aux experts de s'inscrire dans le collège des experts. Très important, l'expertise. Et on demande aux organisations, entreprises, associations, syndicats, de s'inscrire dans le collège des organisations. En d'autres termes, nous voulons de notre commune que la France se parle et qu'on prenne en compte la diversité des compétences, des avis. Et donc, c'est le conseil participatif. Quelle est la philosophie? Elle est l'inverse de ce qui est inscrit dans la mentalité des gens, c'est l'affrontement stérile et systématique. Nous demandons le grandissement, moi je crois beaucoup démocratie et spiritualité, le grandissement personnel, chercher au plus profond de soi pour construire du commun. Eh bien, l'objectif, c'est fertiliser les points de vue différents. C'est être capable de s'inscrire dans la durée pour qu'à un moment donné, en collectif, on trouve la solution. Il y a juste 3-4 conditions, je voudrais les rappeler ici. La première, il faut que la base démocratique soit le plus large possible. Personne ne peut être oublié au festin démocratique. Deuxièmement, la représentativité, c'est très important. Plus la composition est plurielle, plus la construction des compromis est possible. Troisièmement, le retour à l'éducation populaire. Il n'y a pas de débat possible, pas d'élaboration collective possible, s'il n'y a pas le même sens des mots et le même niveau de compréhension. Enfin, dernière condition, et ça relève de l'honneur du politique, c'est le périmètre de discussion. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Non seulement sur le plan budgétaire, juridique, réglementaire, mais aussi sur la question des valeurs. Moi, je ne suis pas au Front National. J'ai des valeurs. Quand je pose une séquence démocratique, je donne le sens et c'est le courage politique qui est donné. Quand, par exemple, j'associe les parents d'élèves, les enseignants à l'aménagement du temps d'enfants, j'ai dit que tout est ouvert, page blanche. Par contre, il y a 2 choses non négociables. Je suis un élu de la République et j'applique la loi, courageusement s'il le faut. Et deuxièmement, c'est une réforme pour l'enfant et pas d'abord pour le confort des parents, des enseignants et des lobbies touristiques. Vous avez en une parole donné l'essence et induit ce qu'est le rôle du politique, c'est tirer vers l'avant, tirer vers le haut et tirer le meilleur de soi-même pour construire du commun. C'est ça le sens de notre écosystème à Kingersheim. J'invite Dorothée à nous rejoindre et pendant qu'elle s'approche du pupitre, j'ai une dernière question à vous poser, Monsieur Spiegel. De ce que vous avez entrepris et que vous nous exposez là, et ça fait unanimité, on le voit très bien, qu'est-ce que raisonnablement vous imaginez qu'il est possible de dupliquer au niveau national et objectivement, qu'est-ce qui est impossible justement de pouvoir essaimer? Je suis
totalement en phase avec Jean-François Caron et la question de la fabrique de transition écologique, démocratique. Il faut qu'on le construise ensemble pour le changer d'échelle. Bien sûr que c'est possible, à condition qu'on soit animé par un état d'esprit de considérer que le bulletin de vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la décision. Et que le rôle du politique, c'est mettre en agenda, puis ensuite permettre au débat public, à la co-construction de se faire. C'est absolument possible. Dans une grande ville comme Paris, dans une région, au niveau national, je pense que la retraite, je l'aurais vite tout à fait différemment. Par exemple. D'abord, j'aurais informé les habitants sur la complexité du sujet. Les gens n'y comprennent rien, et moi, j'y comprends rien. Donc, juste, il faut qu'on se donne le temps, pas prendre des gens pour des oies à gaver de décisions qui viennent d'en haut, pas prendre des gens pour des imbéciles, mais aussi les informer par une capacité pédagogique, être capable de pédagogie pour expliquer par des mots simples, non pas technocratiques, qu'est-ce que c'est que la retraite, et donner du sens à la retraite. Pourquoi toujours démarrer? Mais ça, on le fait par la contrainte financière. On le fera, on le sait. Mais commencer par le sens. Moi, je suis jeune retraité. J'ai envie que ma retraite soit du temps donné, du temps reçu, du temps d'amour pour mes petits-enfants. C'est ça la retraite d'abord. C'est la dimension humaniste. Et après, on verra les contraintes. On les trouvera, on est courageux pour le faire. Et après, on crée un débat dans tous les territoires. On crée des instances participatives pour co-construire. Alors, je suis d'accord qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a des gens qui ne joueront pas le jeu, mais il faut faire en sorte que l'intelligence collective prenne le pas sur des enjeux de posture qu'on voit bien un peu partout. Et donc, c'est important qu'on arrive sur cette dimension de partage dans la durée pour avancer d'une manière retrouver le sens d'une démocratie apaisée, intelligente, de fraternité en fait. Merci. Alors Dorothée, on voulait vous écouter justement nous raconter, malheureusement en quelques minutes, mais de l'intérieur, vous qui vivez ces chantiers de révolution démocratique, de laboratoire de démocratie locale à Kingersheim, comment vous les vivez et concrètement, que faites-vous? Alors, je les vis très bien. Bon, je ne parle pas aussi bien que notre maire. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai la chance d'être dans un environnement qui est très agréable pour un citoyen. Je suis une simple citoyenne. Ça fait que 7 ans et demi que je suis à Kingersheim. Et pourtant, j'ai eu la chance de pouvoir... en fait, je suis une illustration... Enfin, le marché de Noël de Kingersheim est une illustration du pouvoir d'agir des citoyens, de n'importe quel citoyen. Parce que je ne connaissais pas M. Spiegel avant, rien du tout. Et j'ai pu exprimer mon idée et après faire que cette idée devienne un projet et que ce projet devienne une fabuleuse histoire de coopération entre un groupe de citoyens, on est à peu près 100 bénévoles sur ce projet-là, un groupe, pardon, je suis un peu émue, avec des élus, des services techniques de la ville et d'autres associations extérieures à Kingersheim, des coopérations sur l'agglomération mulhousienne. Donc c'est vrai que ce marché de Noël, c'est pas le marché de Noël en lui-même qui est important, c'est la manière de le faire, de l'avoir conçu, d'avoir pu le porter et d'avoir pu le réaliser. Comme me disait Monsieur Caron, c'est une espèce d'étoile qui a pu briller et qui continue à briller encore aujourd'hui, puisqu'on en est à notre 4e édition qui a eu lieu là en 2019 et on va vers la 5e. Et donc ce que je voulais simplement dire, c'est en tant que simple citoyenne, c'est que c'est merveilleux. En tout cas, moi, je suis très optimiste sur l'avenir parce que je peux vivre, et avec tous les bénévoles de ce marché, on peut vivre dans nos tripes la possibilité de travailler ensemble, de pouvoir faire quelque chose ensemble. Et je crois que ce qui est important pour sortir du brouillard qui a été évoqué, c'est d'avoir un projet très clair, avec une finalité très précise, et de pouvoir d'avoir un dynamisme, une énergie qui enveloppe les gens et qui les emmène vers un projet, mais un projet très clair. Et de donner un peu de rêve aussi, parce qu'en fait, tout simplement de se retrouver ensemble, à travailler ensemble dans des ateliers, ça donne du lien. Maintenant, on va boire un café ensemble encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est toute une aventure humaine et c'est ça qui est merveilleux. Le marché en lui-même, c'est juste un prétexte. Ce qui est beau, c'est la manière de le faire dans un contexte, dans un environnement qui a pu le faire émerger. Et donc, c'est vrai que c'est merveilleux de travailler avec M. Spiegel. Voilà. Merci vraiment beaucoup. Elle l'a pas dit.
Juste, en fait, il n'a peut-être pas suffisamment dit, c'est un marché de Noël recyclé. Tu peux dire un mot sur l'upcycling? Donc, très vite, mais parce qu'on m'a demandé d'être très rapide, alors je suis un peu passionnée, donc si j'y vais, alors je suis un peu... Voilà. Donc en fait, on a essayé de trouver une idée pour sortir, parce que vous savez que l'Alsace, c'est une terre de marché de Noël, il y en a à peu près 500 qui s'organisent en Alsace, donc c'est... Voilà. Donc on voulait trouver un marché de Noël original, propre à Kingersheim, qui lui ressemble. Et on est parti sur la niche du réemploi, du upcycling. Et tout le marché de Noël se fait autour de cette thématique-là. Donc c'est un marché de Noël, aussi bien la décoration qui est faite avec tous les bénévoles, que les artisans, que les animations, tout est sur cette thématique éco-responsable, développement durable. Donc en fait, ils travaillent sur plein de choses, sur l'éco-responsabilité, sur le développement durable, sur la sensibilisation, sur l'accès à la culture, parce que on a le centre le centre culturel de Kingersheim qui est partenaire, et donc tout est gratuit. Donc c'est vrai qu'on travaille sur plein de choses, sur l'anti-gaspi, voilà, sur plein de choses. Et il est très original, et maintenant on en est quand même à 6000 visiteurs sur le week-end. Donc c'est vrai qu'on est... Alors c'est pas Paris, mais enfin on est quand même assez fiers. Bravo en tous les cas. Je sais pas si bon, mais ça marche. Coralie Dubost. Alors votre intérêt, vous êtes députée En Marche, hein, je le rappelle, de Montpellier. Votre intérêt pour la RSE, qui est un élément cardinal de notre débat, on le voit bien, a résulté, dites-vous, de votre double exercice du droit des affaires et droits de l'homme. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce processus de fusion de ces deux droits qui forment après, qui enfantent justement à vos yeux la RSE. Oui, bon, déjà je suis ravie d'être parmi vous tous, au moins pour représenter le genre féminin, ce qui me met une lourde responsabilité, mesdames, de parler avec vous là tout de suite. Alors, j'ai une formation effectivement de juriste, et j'étais très convaincue déjà par l'Europe, et donc j'avais fait du droit européen. À l'époque, c'était plutôt centré sur le droit européen des affaires. Je suis rentrée en exercice professionnel et j'ai trouvé ça sympathique mais insatisfaisant, insuffisant, ce qui m'a emmenée à compléter en faisant des droits de l'homme, en droit européen des droits de l'homme, donc, et de la philo du droit par ailleurs. Ce qui m'a permis, à la rencontre des deux, entre l'activité de l'entreprise et la nécessité de préserver dans un espace que vous voulez, un espace de paix et de bien commun, où peuvent se réaliser l'ensemble de ces droits de l'homme. Évidemment, pour la vie des affaires, c'était la responsabilité sociale et environnementale qui entrait là-dedans dans la vie de l'entreprise. C'est de cette façon que j'y suis arrivée, pas du tout par ma formation, parce que le juriste est quand même très formaté et pas du tout préparé à cette façon de penser. Pour lui, le monde est noir ou blanc, et quand vous commencez à dire mais il y a du gris, et comment est-ce qu'on pourrait le diluer un peu plus pour que ce soit plus acceptable demain et qu'on puisse le partager avec l'ensemble de nos partenaires et des parties prenantes, ça devient très très compliqué. Mais ça s'apprend, donc je ne sais pas s'il y a quelques juristes dans la salle, mais tout est possible. Et effectivement, c'est de cette façon que je suis arrivée, par l'action, moins par le discours que par l'action dans la vie de l'entreprise, à rejoindre ces dynamiques que j'ai trouvées passionnantes et qui ensuite ont fait le reste de mon cursus professionnel, qui ont été l'une des raisons qui m'ont emmené, je dois le dire, à la vie politique, parce que je n'ai pas une carrière politique, je suis élue depuis 2 ans et demi, j'ai participé à la campagne à l'époque présidentielle, je faisais partie de ces profils société civile qui ont décidé de mettre un peu les mains dans le cambouis, qui avaient regardé la vie politique jusque-là, qui savaient la critiquer très largement, comme beaucoup de Français, parce que c'est quand même un gène bien ancré chez nous, mais qui n'avaient jamais fait. Et passer du regarder, dire au faire, c'est quelque chose, et l'exercice de la responsabilité, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais d'absolument passionnant, où on retrouve exactement la dichotomie de ce que j'ai entendu jusque-là, qui est qu'à la fois, nous sommes dans une période de civilisation où il y a des demandes qui sont urgentes, et notamment tout ce qui a été dit autour des enjeux écologiques, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Effectivement, il y a une urgence, une demande aussi de réaction urgente, et pour autant, il y a une nécessité toujours dans la vie démocratique, effectivement, de temps long. Vous ne pouvez pas prendre des décisions en un claquement de doigts, ce ne serait pas sérieux. Vous ne prendrez pas des décisions sérieuses si vous les faites en un claquement de doigts. Et quand vous voulez faire de la démocratie continue, ce qu'on a essayé de faire par ce qui a été intitulé, par exemple, les États généraux, et je vais prendre des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui a été dit, l'écologie, pour illustrer, pour que ça fâche personne. Je pense aux États généraux de la bioéthique, parce que je suis aussi rapporteur de la loi bioéthique, la PMA pour toutes. Je suis sur tous les sujets faciles. Les États généraux de la bioéthique, qui ont duré 1 an, qui ont donc été ouverts à tout concitoyen en France, qui est venu s'exprimer pendant les États généraux de la bioéthique? En immense majorité, c'était les partisans de la manif pour tous. Donc si on suit, pour créer le texte de loi qui en découle, les États généraux de la bioéthique qui étaient ouverts à l'ensemble des concitoyens, finalement, il ne se passerait pas grand-chose en termes de PMA pour toutes.
Donc vous êtes dans ce paradoxe constant en tant que représentant de la nation en exercice, en responsabilité, qui veut à la fois satisfaire le discours, mais respecter les engagements et ce qui en ressort de concret. Et là, vous vous dites, il va falloir faire autre chose que strictement de l'urgence, autre chose que strictement du temps long, et autre chose que de la stricte co-construction, parce que si je prends la co-construction au nombre de participants réels, ça ne représente absolument pas ce qui est ressorti pour le coup des élections et des urnes. Donc vous avez une dualité constante et vous jonglez là-dedans. Et quelle analyse faites-vous de ce désengagement, ce non-engagement de ceux dont notre société a particulièrement besoin, justement? Je peux vous faire une blague en réponse, mais qui n'est pas tout à fait une blague. Je pense qu'on a arrêté de se parler, que les rapports se sont déshumanisés. Et je me permets de le dire, j'ai un papa très âgé qui est d'une ancienne génération, qui est né à la campagne, qui était paysan, et puis qui est arrivé à la ville et qui a fait sa vie et sa carrière, et qui me disait, moi, ce qui me sidère le plus dans vos générations, c'est que vous n'allez plus au café discuter. Mais moi, quand j'avais 15 ans, on allait au café et on débattait de société avec l'ensemble des corps de métier qui étaient présents et l'ensemble des catégories sociales. Il me dit, vous n'avez plus ça. Du coup, j'allais regarder et effectivement, le nombre de bars en France a énormément chuté depuis 50 ans. Alors, pas le bar PMU pour faire la fête où on déguste le vin le soir, là on y va, mais on y va entre catégories sociales qui se connaissent déjà. On y va entre amis, on a rendez-vous. Mais ce café du coin, où on allait échanger les uns les autres et où on humanisait l'ensemble des rapports sociaux, ça on l'a perdu. Une petite anecdote, je suis en train de finir la rédaction d'un livre que je consacre à Jean Ferrat, que préface Saïk Vellani, que me postface Étienne Klein qui était là hier matin. Et puis le corps du livre, je l'ai construit avec Laurent Berger. Et Laurent me dit, j'ai un point commun avec Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas vu beaucoup, mais j'en ai un. C'est que lui et moi pensons que de réouvrir 2, 3, 4 000 bistrots en France, oui, ce serait absolument fondamental pour permettre de recréer du lien. Mais c'est très sérieux. Je crois qu'on est passé de 300 000 à 30 000 en quelques décennies. Alors j'ai une question très, très simple à vous poser, mais en même temps très importante, parce que tout à l'heure, on va parler avec Christophe Chevalier et Dominique Massonneau, qui sont des chefs d'entreprise. On va bien sûr parler de la loi Pacte. Et je vais les questionner, bien sûr, sur la raison d'être des entreprises, l'entreprise à mission, le partage de la valeur, mais aussi les décisions de gouvernance. Ces sujets, vous les connaissez bien, mais plutôt donc du côté parlementaire et législatif, puisque vous avez été rapporteur de la loi Pacte, qui les a traités, qui faisait suite donc au rapport commis un an plus tôt par Nicole Notat et celui qui présidait encore Michelin, Jean-Dominique Sénard. Cette loi, que peut-on concrètement et de manière réaliste en attendre, par rapport bien sûr au sujet de notre débat? Je pense que cette loi, il faut surtout que nous, majorité et gouvernement qui l'avons portée, et je le dis avec mon ami au commissaire au gouvernement qui l'a construit avec nous aussi, il faut qu'on soit humble, on n'a pas tout inventé. Nous avons traduit dans les textes des choses qui se faisaient déjà. Et pourtant, ça n'a pas été si simple, tout le monde n'était pas d'accord dans l'hémicycle. Cette loi Pacte, le chapitre 3 que j'ai eu la joie de rapporter, qui s'intitule « Des entreprises plus justes », vaste projet, à la fois dans la réalisation et dans la valorisation. Il y a déjà des entreprises justes dans notre société. On ne peut pas dire que toutes les entreprises et tous les entrepreneurs soient injustes, ce serait faux. Mais comment est-ce que l'on le valorise, comment est-ce qu'on le montre, comment est-ce qu'on le rend essentiel, comment est-ce qu'on le rend cardinal dans notre démocratie et dans notre vie économique, ça c'était autre chose. Et ça c'était un message compliqué parce que ceux qui ne croient pas en l'entreprise juste qui fait aussi des affaires voulaient absolument l'interdire, et ceux qui pensent que l'entreprise juste n'est que l'entreprise contrainte voulaient aller beaucoup plus loin. Et donc vous étiez dans cette espèce de dichotomie, surtout ne faites rien, vous allez les empêcher, vous allez bloquer la vie économique, ou faites beaucoup plus, sinon vous allez empêcher la responsabilisation sociale et environnementale de nos structures. Donc on est passé par 3 étapes. La première, et j'ai perdu la sympathie de tout le monde juridique à ce moment-là, ça a été de dépoussiérer le code Napoléon pas touché en droit des sociétés depuis 200 ans pour affirmer que oui, si l'intérêt commun des actionnaires c'était probablement de faire des bénéfices, il n'y avait pas que ça comme intérêt pour une structure, et il y avait l'intérêt social, c'est-à-dire propre de l'entreprise, qui était de considérer son impact social et environnemental au cœur de ses activités et de l'intégrer au cœur de ses activités. Ça, c'était la première étape. On l'a mis dans le Code civil. C'est vécu comme une révolution. Je crois qu'il y a des thèses qui sont lancées là-dessus à Assas pour savoir ce que ça veut dire. Et je vous assure, je rigole pas, c'est vraiment une révolution dans ce secteur-là. Et ça s'applique à l'ensemble des structures. Ensuite, on est rentré dans une option qui est la raison d'être dont vous avez dû entendre parler, parce que j'ai vu que beaucoup de structures s'en sont saisies.
Et puis, comme je vais être transparente avec vous, moi j'étais contre, je ne le voulais pas dans le texte de loi. Je me suis dit, ça va servir de marketing légal aux boîtes. Et si ce n'est pas un marketing légal et si c'est véritablement une raison d'être engageante et intentionnée, ça risque de les conduire sur un contentieux délicat. Donc là, j'avais ma casquette de juriste qui disait, soyons prudents. Et finalement, j'ai regardé autrement parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs réellement investir, réellement motivés, qui me disaient mais ce serait notre première étape pour aller plus loin, on en a besoin. Comment est-ce qu'on fait pour justement donner sens à cette raison d'être et pas être strictement dans un marketing légal. Donc on a peaufiné le texte pour l'amener dans sa version finale et on a créé cette faculté de décliner une raison d'être au sens de principe qui guide mon activité en tant qu'un peu obligation de moyens. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller dans ce sens-là, sur la construction du sens? Et enfin, notre dernière étape, qui était la société à mission, celle à laquelle nous tenions parlementaires énormément, Christophe aussi, et d'ailleurs, sans le cacher, Jean-Marc Borrello, qui a travaillé avec nous beaucoup dessus. Donc cette société à mission, c'est de dire j'ai la raison d'être, et si je veux basculer maintenant dans la manière d'être, comment je fais? Et la société à mission, elle est plus encadrée, donc plus contraignante, et en même temps plus rassurante aussi, parce que ces cadres vous permettent de guider l'activité. Elle implique déjà que vous constituiez un comité des parties prenantes, avec énormément d'acteurs, dont les salariés, que vous ayez une mission dédiée dans votre activité, qui révèle le sens de votre raison d'être, mais une mission concrètement mesurable, opérationnelle. Cette mission, l'exécution de cette mission est suivie par le comité des parties prenantes et vérifiée par un organisme tiers extérieur de façon annuelle ou biannuelle selon la nature des structures. Et donc, cette société à mission que nous avons appelée SAM, elle est dans le code de commerce pour l'instant, elle ne s'applique pas encore aux sociétés civiles, immobilières et patrimoniales, mais peut-être un jour. Donc c'est le lancement, elle ressemble étroitement à la Società Benefita italienne, parce qu'on s'est dit que quand même ce serait intéressant un jour d'avoir une norme européenne en la matière et que plus on ressemblait à nos voisins, plus on s'entendait, plus on avait de chances de construire une norme européenne. Et la seule différence avec l'italienne, c'est que nous n'avons pas soumis le contrôle de la société à mission à l'autorité de régulation de la concurrence, qui aurait pu en refroidir beaucoup trop. Mais donc c'est un organisme tiers extérieur qui le fera. Merci. C'est vrai qu'on voit bien aussi que la ligne de crête est assez ténue entre le réel engagement de certains entrepreneurs et l'opportunité d'image pour d'autres. Je me tourne vers Christophe Chevalier. Cette loi Pacte, justement. Alors je rappelle, Christophe Chevalier, vous êtes aux commandes du groupe Archer, un roman, Made in Roman. En 2014, le mensuel d'ailleurs de presse économique, acteur de l'économie La Tribune que je dirigeais alors, vous avez remis le prix de l'esprit d'entreprendre dans la catégorie action territoriale. Alors, je me souviens, avant qu'on passe à la loi Pacte, moi je me souviens que vous me disiez à l'époque que cette fibre sociale, vous en aviez hérité de votre père. Quand on parle d'atavisme, on parle immédiatement d'éducation. Sensibiliser à l'entreprise sociale et solidaire, est-ce que ça ne devrait pas s'apprendre dès l'école, le collège, le lycée, mais même dès l'école primaire? Ouais, je crois qu'on le voit bien avec chacun d'entre nous. Il y a vraiment un enjeu de construction d'une culture politique, d'une culture économique un petit peu différent. L'entrepreneuriat social porte justement une vision de l'entrepreneuriat autour des questions du développement durable, du vivre ensemble. Moi, je ne sais pas toujours comment ça s'apprend. Je pense que ça s'apprend sûrement au plus jeune âge. Mais ça s'apprend aussi en arrêtant un peu peut-être d'être schizophrène entre les valeurs de la République telles qu'elles sont affichées et nos pratiques, celles de nos entreprises, de nos gouvernements et de chacun d'entre nous. Je pense que ça s'apprend aussi en témoignant des possibles. Je pense qu'il faut bannir certaines démissions. C'est pas possible, ça se fait pas. Il faut construire ensemble des utopies pragmatiques. Il y a de la place pour ça. Et je pense aussi qu'il y a un enjeu énorme, c'est d'accompagner les étudiants qui sortent aujourd'hui des écoles et qui ont une aspiration à trouver des activités qui correspondent à leurs valeurs. Et moi, j'ai 50 ans aujourd'hui et je me dis que si j'arrive pas trop à les aider, en tout cas, il ne faut pas que je les empêche par ma présence de construire cette utopie-là. Je crois qu'on a tous une responsabilité là-dedans. Alors, à cette justement schizophrénie des valeurs dont vous parlez, est-ce que la loi Pacte, le contenu de la loi Pacte, et bien sûr on évoque le statut d'entreprise à mission, la raison d'être, est-ce que ça peut permettre justement de résoudre, même partiellement, au fond de nous, cette schizophrénie des valeurs ? Je vais me répéter avec les collègues qui ont parlé avant, mais bon, très franchement, déjà,
on a de plus en plus conscience qu'on n'a pas le choix, qu'on est devant une vraie impasse écologique, économique, sociale, démocratique. Ça me fait un peu marrer parce que quand il y a 15 ans on disait ça, on passait pour des marginaux, et aujourd'hui c'est extrêmement banal de dire qu'une entreprise elle peut pas être au service de quelques actionnaires sans regarder les externalités négatives, etc. Bon, moi je pense que la loi Pacte, ça va dans le bon sens et c'est inéluctable. Pourquoi ? Parce que justement au-delà du marketing, les entreprises qui ne comprennent pas ces enjeux-là vont être et sont de plus en plus en difficulté. Et moi, je crois que ça va devenir un handicap concurrentiel de plus en plus fort. Ça va être de plus en plus difficile de recruter des clients, des partenaires, des financiers. Des salariés. Et des salariés, bien sûr, si on reste dans des entreprises qui, encore une fois, permettent le bonheur d'un tout petit nombre d'individus en ne souciant pas de leur impact écologique, social, etc. Donc c'est sûrement c'est une loi qui va accompagner des changements qui sont inéluctables. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix, mais moi, je suis hyper optimiste. On va y arriver parce que c'est le sens de la vie aussi. Alors, pour y arriver, parlez-nous de l'initiative que vous conduisez, qui s'appelle Start-up des territoires, et qui est justement un bon exemple de ce vœu de concrétisation. Start-up de territoire, c'est un rêve qui devient un peu réalité. L'idée au départ, c'était de dire qu'on a tous des indignations. Quand le samedi soir, on est chez des potes, il y a toujours un qui dit « mais ce gouvernement fait n'importe quoi, il suffirait d'eux » ou « mon patron, c'est vraiment un con, il devrait... » etc. Et en principe, l'alcool aidant, cette indignation devient de la colère, de la résignation. Et notre idée avec Start-up de territoire, c'était de proposer un véhicule pour que ça devienne de la construction de solutions ensemble. Et donc, ça part d'une intuition, c'est de se dire, si on réunit tout le territoire, nous on dit le territoire à 360 degrés, les grands, les petits, les élus, les chômeurs, les retraités, les chefs d'entreprise, etc. Si on crée les conditions de la bienveillance, de la fraternité, de la créativité, de la responsabilité, on n'est pas là simplement pour dire... Oh là là, il suffirait que le gouvernement fasse ça pour que tout soit réglé, encore une fois. Si on casse un peu les institutions, c'est-à-dire que quand vous réunissez des institutions, le plus petit dénominateur commun, il faut un microscope pour le voir. Alors que si on casse les institutions et que vous faites parler les gens avec leurs tripes, là, il se passe un truc. Et si on s'empare des grands sujets du vivre ensemble, qui sont le vieillissement de la population, le décrochage scolaire, la pollution, la transition énergétique, etc., et l'intuition, c'était de se dire, si on se met dans ces conditions, on va peut-être trouver ensemble et mettre en œuvre par la suite des start-up innovantes qui vont répondre à ces grandes questions. Et donc la bonne nouvelle, je voulais annoncer quelque chose ce soir, c'est que ça marche. Ça marche pour plusieurs raisons. Ça marche parce que la première fois qu'on a fait ça, on l'a fait dans notre siège social, on voulait 100 personnes. On est un petit village, on s'est dit, c'est pas mal. On a dû refuser du monde. Il est rentré 250 personnes et il y avait des bouchons dans la rue. On a dû fermer la porte. 2 ans après, on a fait notre 3e soirée. Là, on était prévenant. On a loué le parc des expositions. On était 1492 à vouloir construire les start-up qui permettent à chacun de s'emparer du vivre ensemble, de s'emparer de l'économie, parce que ça ne se décrète pas le vivre ensemble, ça se construit dans l'altérité. Et aujourd'hui, on vit comme un rêve éveillé, parce qu'il y a plein de projets qui sortent, on refait de la consigne, on met des panneaux solaires partout, on trie les déchets ménagers, on va faire des bocaux avec un camion itinérant chez les agriculteurs biologiques parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Enfin, on a fait une cité de la chaussure à Romans pour recréer 100 emplois dans la chaussure. Et donc aujourd'hui, on vit ce rêve-là et on le partage avec une douzaine de territoires qui se sont mis à le faire aussi. Et avec Christophe Itier et le French Impact, on a fait le pari que dans les 3 ans, on en crée 30 ou 40. Donc Christophe, tu me diras si tu as changé d'avis ou si on continue. Mais on veut absolument, par cette mobilisation territoriale,
construire de la solidarité de territoire. Nous, on pense qu'on peut créer des relations interterritoriales sans tout le temps passer par Paris. Et on s'aperçoit aujourd'hui que quand on essaime ce modèle, c'est les gens qui ont vécu ces expériences qui sont les plus forts pour le faire dans d'autres territoires. Merci Christophe. Et vous pouvez l'applaudir en effet. Et votre expérience, alors à la fois questionne et suscite en fait beaucoup d'interrogations sur la liberté d'entreprendre aujourd'hui en France, sur la capacité que nous avons d'entreprendre. Je me tourne justement vers Dominique Massonneau. La société M-Énergie que vous présidez est le regroupement d'entreprises spécialisées dans l'exploitation et la maintenance de systèmes de chauffage pour les collectivités, les gestionnaires de patrimoine, les particuliers. Alors cette société, vous l'avez reprise en 2008. Vous étiez alors un jeune retraité de chez Vinci. Et nécessairement, vous devez porter un regard assez acéré sur le grand débat de la réforme des retraites, notamment sur l'emploi des seniors. Alors plutôt, je devrais dire, sur l'employabilité des seniors, sur l'utilité professionnelle des seniors en matière d'expérience, de transmission des savoirs, et sur la liberté d'entreprendre des seniors. Quelles conclusions, justement, tirez-vous de la considération que la société confère aux seniors aujourd'hui ? Eh bien, bonjour à tous. Oui, donc vous avez tous remarqué que je suis un jeune entrepreneur. C'est vrai que je suis entrepreneur indépendant depuis 10 ans. Je reprendrai un peu le terme de Günther Pauli dans une table ronde qui avait lieu tout à l'heure, qui disait que l'espèce humaine était la seule espèce au monde où il y avait une notion de retraite. C'est vrai que je partage assez ça en disant que il faut donner tout le long de sa vie ce qu'on peut donner. Voilà, moi je pense que pour moi l'âge pivot n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Donc j'encourage les seniors à continuer à soit faire de l'entrepreneuriat, soit faire du bénévolat, mais à avoir toujours à donner à la société ce qu'on peut lui donner. Voilà. Vous incarnez, je trouve, assez merveilleusement le verbe entreprendre. Hein, je l'évoquais également en introduction. Parlez-nous d'abord, dites-nous ce qu'a été votre volonté au départ, hein, votre motivation, et puis surtout aujourd'hui la manière dont vous faites de ce verbe entreprendre, justement ce terme de réconciliation entre les salariés et l'ensemble des parties prenantes aussi de l'entreprise et du territoire sur lequel vous œuvrez. Mais écoutez, bon, on parle d'entreprise à mission, on peut aborder le sujet dans ce sens-là. Donc c'est sous-tendu tout ça par de l'humanisme, de la bienveillance et de la responsabilité sociale environnementale. Et je dirais que notre étoile, pour répondre à un premier interlocuteur, pour tous les entrepreneurs d'avenir, ce sont ces valeurs. Voilà. Alors, ces valeurs, elles s'incarnent comment ? Je pense qu'il faut déjà s'occuper de ses clients. Hein, la satisfaction de ses clients. Donc, ça commence par mesurer la satisfaction des clients, ce que ne font pas tout le monde. Donc, nous, on fait du B2C et du B2B, mais on mesure la satisfaction de nos clients. Ce sont des attentions aussi pour les salariés. Donc, c'est le bien-être des salariés. Et enfin, effectivement, ce sont aussi nos actionnaires. Et moi, je pense profondément que l'intérêt privé et l'intérêt général ne sont pas à mettre en opposition. On peut très bien concilier les deux. C'est ce que j'essaie de faire dans mon groupe. Merci. Alors, on a un sujet, si vous voulez, pour revenir à nos rapports avec la politique. On est à la veille des élections municipales. Et bon, nous, on a un problème de croissance, parce à tort ou à raison, on pense que la vie d'une entreprise, c'est comme la vie d'un homme, ça naît, ça se développe et ça meurt. Voilà. Bon. Et donc, nous, on est dans une phase de croissance, et on a un problème d'attirer des talents. On a un problème d'embauche, on doit avoir quelque chose comme une trentaine de postes ouverts. Et je pense que la mission des futurs maires, c'est de rendre leur ville désirable. Hein, à travers il y a le problème des transports.
Je pense aux autoroutes, aux TGV, aux aéroports, la mobilité douce, les universités, la culture, le logement. C'est un métier très dur, je pense, d'être maire. Il faut gérer tout ça. Donc je pense que la mission première des maires, c'est de créer cet écosystème pour rendre leur ville désirable et qui nous permette effectivement d'attirer des talents. Le terme de désir était très présent d'ailleurs dans les interventions des uns et des autres. Avant de passer la parole à Monsieur Ethier, on vous propose de poser quelques questions à nos invités. Je ne sais pas. Bon, pas de questions. Ah si, pardon. Je pense qu'on va vous amener un micro. Bonjour, Charlotte Barranger, merci pour vos interventions. Je travaille, moi, sur la collaboration association-entreprise. Et en fait, ça marche bien, mais ça marche bien surtout quand on met une méthodologie d'intelligence collective. Si on met tout le monde dans la même salle, on peut ne pas arriver à se mettre d'accord ou arriver à mettre en place un réel projet concret. Est-ce que vous, quand vous rassemblez toutes les parties prenantes, les citoyens, les politiques, vous appuyez sur des méthodologies, des façons de faire qui font que ça marche? Parce que si on va à une réunion et que ça n'aboutit à rien, on ne revient pas à la deuxième réunion. Donc voilà, est-ce que vous appuyez là-dessus? C'est peut-être, je pense, une question pour vous. Ouais, je suis allé un peu vite. Entre 1492 personnes et des projets start-up, il y a un peu de la technique. Une des techniques, c'est effectivement des techniques d'animation autour de la créativité. Et surtout, c'est des petits groupes. Donc, quand on est 1492, on forme jusqu'à 200 animateurs pour permettre de faire en sorte que chacun ait un espace pour sortir ses tripes. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas la position sociale, c'est l'expérience de vie et ce que les gens ont là, et c'est ça qu'on doit faire sortir. Donc effectivement, il y a des techniques d'animation sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais globalement, on connaît ça, un peu intelligence collective, créativité, etc., qu'on emploie à ce moment-là. Est-il une autre question? Pardon. Bonjour, je suis Nico Toublanc, coach et hypnothérapeute, et je travaille beaucoup sur les croyances et la perception qu'on a de soi, du monde, etc. Moi, je crois qu'on est en train de passer d'un paradigme, effectivement, d'une société, alors avec le micro, ça va être compliqué, comme ça, pyramidale, avec une moitié de l'humanité au service de l'autre moitié. D'ailleurs, là, il y a quand même une représentante de la gente féminine. Et je crois que par rapport à l'écologie, ça joue énormément parce que dans cette société-là, on était basé sur le principe de la loi du plus fort, du pouvoir et de l'ascendant, donc de la domination, de la soumission, de la compétition. Ce qui se passe aujourd'hui en politique, mais aussi en économie, on a à la tête des pays, Bolsonaro, Trump, enfin, c'est des caricatures de ça. Et on a aujourd'hui effectivement 1% de la population qui détient, je ne sais plus, c'est 45 ou 50% des richesses du monde. Et comment ces gens-là qui ont été lobotomisés, biberonnés, il faut que je montre que j'ai la plus grosse pour avoir de la valeur. Mais c'est important pour moi. Oui, mais une question en fait. Oui, mais ma question, voilà. Comment ces gens-là vont pouvoir, eux, changer ? Je vous vois là et je suis super contente parce que, même s'il y a beaucoup d'hommes par rapport à des femmes, vous êtes des exemples d'hommes qui changeaient ce rapport-là, qui n'êtes plus, en tout cas dans ce que vous mettez en place, dans le rapport de je veux le pouvoir et je veux être le plus fort. Donc merci beaucoup. Mais pour l'instant, moi j'ai quand même l'impression que vous êtes encore, surtout dans votre génération, les quinquas, quadras, quinquas et plus, des exceptions. Et les autres, qu'est-ce qui pourrait leur faire la bascule? Parce que on est quand même, vous êtes des exceptions, tant mieux, et c'est génial, et c'est une super énergie. Je vais passer la parole à Monsieur Spiegel, parce que je pense que ce rapport au pouvoir, justement, vous en parlez dans votre livre, c'est un sujet qui vous est cher. Que faites-vous vous-même pour avoir à l'égard du pouvoir, justement, un rapport sain et un rapport aussi altruiste, puisque le pouvoir, on s'en sert pour partager et donner aux autres?
En fait, c'est sans doute la première des questions, et ça fait partie de l'impensé démocratique. Quel est mon rapport au pouvoir? Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service? Est-ce que je suis dans la pesanteur ou dans la grâce, pour prendre les propos de Simone Veil? Ou est-ce que je suis les traces de Mandela ou de Trump? Ça, c'est des questions premières, et c'est un travail sur soi permanent. Moi, le premier mandat, j'étais dans la conquête du pouvoir absolu. Je me croyais fort, en réalité, je suis faible. Quand j'ai besoin de pouvoir, je suis faible. Et je suis dans le courage d'être quand j'ai compris que c'est dans le partage du pouvoir. Et donc, tout le problème aujourd'hui, et je crois que c'est partager une quête de sens des gens qui se préparent à prendre des responsabilités, c'est de partager. C'est très compliqué, mais c'est un rapport à soi-même, c'est un lâcher-prise, c'est une distanciation. Et je dis souvent, je ne suis pas propriétaire de ce que j'ai réalisé dans ma commune, j'étais juste de passage au service du bien commun. Il y a donc un vrai travail à faire dans les fabriques de transition démocratique, la question de la gouvernance, la question du sens, la question du rapport au pouvoir. Et je pense que tout l'objet, Morin, Patrick Vivray nous le disent, c'est passer de l'égo-compétition à l'alter-coopération. Et ça s'expérimente tranquillement, mais par essai-erreur, avec des échecs, sur nos territoires, à condition, comme disait Hannah Arendt, qu'on considère les territoires comme des territoires de l'excellence humaine. Et c'est ça qu'il faut viser, et donc d'abord la transformation personnelle. Coralie, vous qui n'êtes ni un homme, ni un quinca, ni une quinca, est-ce que vous pensez objectivement que votre génération pense le pouvoir autrement que ses aînés, objectivement? J'ai combien de temps? Malheureusement très peu, car ça me sollicite pour la parole après. Je pense que des générations, pas seulement la mienne, les suivantes vont encore bouger les lignes. Enfin, celles qui s'y intéressent encore, parce que je vois de plus en plus de jeunes qui se sont mis en mode aussi frugaliste, comme ils disent, et en repli sur soi, à se préoccuper du nucléaire et un peu moins de l'extérieur. Ça se fera par étapes. Moi, je ne suis pas une radicale, sinon j'aurais pas rejoint le mouvement En Marche, vous en doutez. Hein. Je suis du en même temps. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne changeront pas et en même temps des gens qui changent beaucoup. Et je pense que des personnes qui étaient au pouvoir et qui avaient envie de le partager, il en existait il y a 50 ans, il y a 100 ans. Dans l'histoire, on est pétri d'exemples de bons et de mauvais tyrans. Donc de toute façon, ces gens-là que je mets en position de tyrannie, même si ça peut être une tyrannie douce, puisque dès lors que vous possédez environ, je crois que c'est 60% des ressources qui sont détenues par 1% effectivement des personnes les plus aisées sur la planète. Je le regrette. Nous, dans la loi Pacte, on s'est posé la question de façon pragmatique. Si je sors du discours et que je viens dans l'action, qu'est-ce que peut faire le politique face à ça? Il doit être humble. Il fait beaucoup dans le discours et puis dans l'action. On a mis une variable sur la rémunération des PDG en fonction de leur action concrète en matière de RSE. Bon, ça n'a pas du tout eu d'écho dans les médias. Je le regrette parce que les bonnes nouvelles ont très peu d'écho dans les médias, mais on l'a mis. Est-ce que ça fonctionnera? On va l'évaluer à 1 ou 2 ans. On verra si ça fonctionne. On a sensibilisé énormément les réseaux d'entreprises. Moi, effectivement, le CAC 40 s'est augmenté cette année en termes de rémunération. En revanche, le SBF 120 s'est diminué. C'est vrai, 4%. Ouais, ils se sont diminués en augmentant les salaires de leur structure, alors que le CAC 40 a eu le mouvement inverse, qui était de s'augmenter en diminuant les salaires. Donc on voit bien des mouvements différents. Et moi, j'ai beau faire du en même temps, et j'ai beau être dans l'action, j'ai envie d'être utopiste là-dessus. Je me dis que à force d'actions de ce type, de paroles, de ce type d'entrepreneurs responsables au quotidien, de citoyens qui prêtent attention sans être dans la radicalité de la haine si ça ne fonctionne pas là, tout de suite, demain, maintenant, à vouloir tout casser, parce que je ne pense pas que ça soit une méthodologie pour changer tous ensemble. Je pense qu'à force d'énergie positive convergente, on y arrivera. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. Merci. On va prendre une dernière question avant de passer la parole à M. Etier. Madame? Une question, une vraie question. Oui. Oui, une vraie question. Bonjour. Christine Garnier, bonjour. Comment est-ce que vous voyez une possibilité, pour les personnes qui parlaient là, pour aider ceux qui sont faibles actuellement, qui veulent aussi réaliser quelque chose de plus humaniste, avoir un avenir désirable, une terre en meilleur état, etc., et qui sont actuellement vraiment dans une situation trop compliquée, peut-être financièrement, pour
pour voir plus loin. Parce qu'en ce moment, ils ont plutôt l'impression que on est dans la destruction de leur mode de vie. Question très intéressante et très importante. Comment savoir tendre la main aux plus vulnérables, aux plus fragiles, et leur donner la possibilité de contribuer eux-mêmes à la transformation de notre société. Qui veut répondre? Monsieur Etier, comme ça fera la transition avec votre conclusion. Merci de me renvoyer à cette question la plus simple en fait de ce qui a été posé. Hein, voilà. En fait, avec tout ce qu'on vient de se dire, moi, dans mon portefeuille notamment, j'ai justement cette économie sociale et solidaire qui est justement basée à la fois sur trouver des solutions pour et avec les citoyens, pour justement faire en sorte que dans ces grandes mutations technologiques, économiques, territoriales, de mobilité, on puisse embarquer l'ensemble des citoyens, y compris ceux qui aujourd'hui sont en quête de sens ou se trouvent sur le bord de la route, sur le plan de la mobilité, sur le plan économique ou sur le plan social. Donc c'est typiquement aussi dans cette capacité à entreprendre au plus près du terrain, mais ce qu'a fait aussi un autre Christophe tout aussi célèbre, Christophe Chevalier avec Startup de territoire, c'est d'embarquer des citoyens, parce qu'il ne l'a pas dit, parce qu'il a été frugal dans sa parole, et c'est tant mieux pour nous, parce que sinon on finit à 19h. Mais dans cette dynamique de Startup de territoire, c'est pas uniquement des happy few ou des gens qui sont formés, etc. C'est vraiment tout type de citoyens, des gens qui aujourd'hui ne trouvaient pas de réponse dans un territoire qui avait connu une catastrophe économique et sociale. Donc c'est en partant des territoires, ce qui a été dit aussi avec les différentes expérimentations ou initiatives qui sont portées par les territoires, c'est embarquer les citoyens, non pas en disant on va réunir les chefs d'entreprise, les décideurs économiques, politiques, scientifiques, etc. dans un conclave pour réfléchir pour le territoire, mais c'est au contraire repartir avec l'ensemble des citoyens. Je pense que notre modèle souffre de cela, souffre de penser pour et pas de penser avec. Et donc il faut recréer du sens et trouver des solutions qui sont co-construites. Voilà, j'essaie de répondre à cette question qui est évidemment systémique, parce que je pense que... Je vais vous laisser justement la parole pour conclure, autour d'une question peut-être, mais je vous laisse sur la liberté de la traiter comme vous le souhaitez. Non, mais de la traiter comme vous le souhaitez, et vous-même après de conclure la qualité des débats auxquels vous venez d'assister. Que peut-on et que ne peut-on pas attendre de l'État ? Que faut-il et que ne faut-il pas attendre de l'État dans le grand chantier dont on a parlé dont on parle depuis 1h30, qui est de régénérer ce lien de confiance entre l'entreprise, les citoyens et la politique? Tout ça en 4 minutes, si j'ai bien compris. Donc, vous pouvez déborder un petit peu. Ah bah vous êtes gentil. Fermez les portes. Je crois que l'État est comme l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, puisque c'est le terme à la mode aujourd'hui, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, le citoyen, les ONG, toute la société civile. Nous sommes dans un changement de paradigme. Aujourd'hui, nous avons la pièce qui est sur la tranche. Le tout, c'est de savoir de quel côté on va réussir à la faire tomber. Et cet autre côté, on est en train de le construire. Et donc, pour l'État, comme pour l'ensemble des parties prenantes, des acteurs de la société, c'est revenir à une posture d'humilité déjà. Et ça, c'est compliqué quand on est l'État ou quand on s'adresse à l'État, parce qu'on est aussi dans une injonction paradoxale, c'est-à-dire, ça a été dit tout à l'heure par Coralie, c'est que d'un côté, on dit, on reproche, on fait peser à l'État énormément de responsabilités, en se dédouanant un petit peu, on se tourne tout le temps avec l'État, et en même temps, on se dit, mais l'État pense pour moi je n'ai pas été associé. Donc on a une espèce d'immaturité démocratique, hein, c'est ce qui transpire de tous les débats que nous avons eus aujourd'hui, où il va falloir se dire quand même que on est dans un changement. Voilà, tout le monde a compris que le modèle d'avant il est terminé, en tout cas ceux qui l'ont pas compris. Enfin quand même, je serais un petit peu plus humble aussi sur le constat, parce que là on est entre nous et donc tout va bien, à peu près. Mais nous sommes une minorité. Il suffit, je faisais le constat il n'y a pas très longtemps ce matin, je me disais, toute la semaine du Black Friday, dans l'environnement qui est le mien, directement professionnel et amical, on s'était dit, c'est bon, on a plié l'histoire, là, on va cette année avoir un infléchissement du chiffre d'affaires réalisé à l'occasion du Black Friday, et l'année prochaine, ça sera terminé. En tout cas, voilà, il y a encore 2-3 ans, parce qu'il va falloir atterrir, mais on va y arriver. Et en fait, pas du tout. Donc, nous avons un prisme déformant pour le chiffre d'affaires, 20% supplémentaire cette année par rapport à l'année dernière.
Donc ça veut bien dire que même s'il y a une conscientisation, et on est de plus en plus nombreux ici dans Entrepreneurs d'avenir, mais dans tous ces réseaux qui parlent de l'entreprise, d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau modèle, qu'ils soient d'ailleurs des réseaux d'élus ou des réseaux d'entreprises, nous sommes encore extrêmement minoritaires. Et donc le point principal du sujet, c'est la bascule. C'est-à-dire comment on passe de... Alors c'est sympa, on est entre nous, on se rassure, on se dit on est quand même un peu moins isolé à parler de cela, qu'on soit au Parlement, qu'on soit élu, entrepreneur, responsable d'institutions, citoyen, associatif. On se dit tiens, on va réussir à créer des choses intéressantes en commun, mais nous sommes encore une minorité. Et donc là, l'enjeu pour l'État, c'est à la fois d'être dans une posture plus humble, mais de créer, d'abord de décrire le cap, le récit, tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, qui est une histoire de réalignement aussi de sens et des valeurs, c'est de pouvoir réécrire un récit collectif. Toutes nos crises internationales ou nationales, les Gilets jaunes c'en est un, c'est une crise du récit collectif. On perd la plume. Tous les dirigeants perdent à un moment donné, même quand on est... j'ai participé aussi à la campagne présidentielle, nous étions dans un récit, on parlait d'abord des valeurs, du récit national, quoi qu'on pense du fond du sujet, dans la méthode. Je pense qu'on était dans la bonne méthode et qu'après, quand on est dans l'exercice du pouvoir, parce qu'on est dans une immaturité collective, on perd le fil. Et c'est très compliqué. Je pense que ce que vous essayez de faire sur votre commune, c'est très compliqué. C'est une exigence de tous les jours. Et dans cette hystérie collective où, quand on parle d'un sujet, on n'a pas fini de finir la phrase, que déjà, on se fait attaquer, remettre en cause sur est-ce qu'il est légitime à parler de cela, est-ce qu'il m'en a pas parlé, etc. On est dans une immaturité collective. Donc l'État, il doit aussi être plus mature, c'est-à-dire plus humble, reprendre sa mission, qui est la mission essentielle pour moi, c'est de fixer un cap, c'est de dire, voilà, dans 30 ans, voilà la société qu'il va nous falloir construire, dans 30 ans, dans 50 ans, quelle est la société qu'on va construire, et ensuite, sur le chemin, c'est d'être dans ce qui a été dit, dans la coopération, moi, un des termes que j'aime bien, c'est la coalition. Puisque c'est aussi un peu du combat bienveillant, mais du combat, c'est-à-dire entre citoyens, chefs d'entreprise, investisseurs, collectivités et politiques, et j'en oublie sans doute, et citoyens et associations, etc. Tous ceux qui pensent qu'il va falloir véritablement changer de modèle. Et que ça va être douloureux parce que c'est compliqué pour nous aussi. On est tous là des écologistes. Moi, j'ai l'ODD. Je voudrais pas faire mon bilan carbone de cette année. J'ai pris beaucoup l'avion et j'ai pas eu un comportement qui est en ligne avec mon discours que je suis en train de tenir. Donc, on est tous dans ces contradictions et tous les acteurs, on est dans cette contradiction. Et ça va être douloureux parce qu'il va falloir renoncer à des choses qui sont dans notre confort, dans notre plaisir. Et donc, il faut se le dire en tant que citoyen, il faut se le dire entre décideurs publics, quand on élabore les politiques publiques, ou quand on est chef d'entreprise, c'est dire je vais faire ça et je vais renoncer à faire ça. Et ça ne va pas être simple. Et donc, il faut à la fois, pour l'État, fixer un objectif puissant, un objectif très ambitieux, et après créer les conditions d'embarquer, ça répond à la question de madame, d'embarquer l'ensemble des citoyens, l'ensemble des organisations qui constituent les forces vives de ce pays, comme on dit, et donc de créer d'être pragmatique et ouvert pour y aller pas à pas. On prend la loi Pacte. La loi Pacte, c'est typiquement, tu l'as dit, d'une part, prendre l'état de la société, c'est-à-dire on voit tous des tribunes à longueur de journaux disant qu'on va révolutionner le capitalisme, que ça y est, on abandonne Milton Friedman, enfin on le tue une deuxième fois plus exactement. Voilà, tout ça c'est très très bien. Tout le monde dit, tout le monde est en quête de sens. Demain, une entreprise qui n'a pas de raison d'être, ou en tout cas qui n'a pas compris ça, n'existera plus. Très bien. Mais concrètement, comment on fait? La loi est venue accélérer, elle a un effet performatif, c'est-à-dire qu'elle a accéléré, quelle que soit la nature des textes. Enfin la portée juridique des textes, elle a eu un caractère performatif à tel point que les entreprises se déclarent entreprises à mission avant que les décrets soient sortis. Donc c'est quand même un truc assez génial. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dispositifs légaux dont les acteurs se sont saisis avant même que les décrets soient sortis. Donc ça veut dire que la loi est dans son temps. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, c'est comment on passe des pionniers, de ce que je disais tout à l'heure, de ceux qui y croient et qui sont déjà saisis et qui sont en train d'y travailler, à véritablement une vraie bascule. Et là, l'État, il a un rôle à jouer. Il a d'une part de maintenir ce cap, de dire c'est bien vers ça qu'il faut aller, et de créer les conditions pour que tous les acteurs se rencontrent. C'est ce qui a été dit aussi, et en fait, ce que fait l'État au niveau national, il le fait, il se décline aussi à tous les niveaux territoriaux. Et puis, donc,
faire que les acteurs se rencontrent, c'est-à-dire faire rencontrer ceux qui ne se rencontrent pas forcément, des universitaires, des entreprises, des ONG, des associations, des citoyens, créer ces coalitions en se disant, bah, nous, cette coalition, on y croit à ce nouveau modèle. On veut faire émerger ce modèle. Comment on embarque? On parle si on reste sur la loi Pacte, on parle des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 ou le SBF 120 ont les moyens, ont la dimension pour faire pivoter leur modèle. Ils ont identifié un risque. C'est l'avantage du capitalisme. Quand il identifie un risque, il pivote. Et c'est en train de se faire. Vous m'avez dit que j'avais plus de temps que prévu, donc je fais ce que je veux. Maintenant, j'ai le micro. J'ai suffisamment entendu pour que j'aille au bout de mon truc. De toute façon, il n'y a plus rien après. Si, il y a un cocktail. Non, c'est ça? Bon, je suis votre dernier obstacle avant le cocktail, donc ça, je vais quand même essayer d'alléger votre souffrance. Mais donc, c'est comment on sort du CAC 40, du SBF 120, qui, à longueur de tribune, ont accès aux médias en plus. Donc, ils se sont saisis de la raison d'être, ils l'ont annoncé, ils sont en train de le faire, très bien. Maintenant, comment ça se passe dans une ETI, une PME, une TPE, dans un territoire? Vous allez parler de raison d'être d'entreprise à mission, je ne suis pas sûr que vous ayez une adhérence tout de suite au concept. Et donc, comment on accompagne ces entreprises, petit à petit, à faire les premiers pas, c'est-à-dire ne pas leur dire il faut absolument que vous soyez une société à mission demain, il faut absolument que vous vous dotiez d'une raison d'être, mais comment? Très concrètement, eh bien, je prends des bouteilles de chez Castaldi pour mes événements. Comment je rends mes événements éco-responsables? Comment je lutte contre les déchets dans mon entreprise? Petit à petit, s'approprier avec l'ensemble des salariés ces questions de changement de paradigmes sociaux et écologiques. Et puis ensuite, comment je structure une politique RSE? Comment je structure une politique de mécénat d'entreprise? Ça répond à la question de madame qui est partie sur la question des relations entreprises et associations. Et puis après, le Graal, c'est comment je loge cette vision, cette nouvelle vision du j'arrête de faire moins bien, je fais beaucoup mieux, c'est-à-dire je mets mon business model au service de l'impact social, au service de l'impact environnemental, donc je réaligne l'ensemble de ma performance, qu'elle soit économique, sociale ou écologique. Donc c'est ce chemin-là que nous allons essayer de construire avec ces entreprises et ces citoyens et ces acteurs dans ces coalitions. Et ça, c'est le premier volet de ma démonstration qui n'en compte que 4 points. Je plaisante, j'en ai une deuxième qui est beaucoup plus courte. Donc en fait, c'est voilà, comment on embarque, comment on fait en sorte qu'on opère la bascule. Et nous avons lancé une coalition qui s'appelle 10% pour tout changer. 10% principe sociologique, c'est le point de bascule pour qu'un comportement singulier devienne la norme dans une population. On peut discuter des 10%, des 11, des 12, c'est pas ça le sujet, c'est de dire que c'est à portée en fait, à portée d'homme, à portée d'entreprise. Donc comment on crée les conditions pour embarquer, pour faire en sorte que de pair à pair, ceux qui sont au bord de franchir le premier pas soient sécurisés sur ce premier pas et que ceux qui veulent aller plus loin puissent être embarqués et puis que ceux qui n'ont rien compris, eh ben, on arrive à les convaincre. En démontrant que le sujet, c'est pas juste d'être responsable ou juste de faire le bien commun ou d'être altruiste ou bienveillant, parce qu'il y a aussi des réseaux d'entreprises bienveillantes, d'entreprises altruistes, c'est pas juste ça. C'est juste que c'est bon pour leur business, c'est-à-dire qu'on invente un nouveau business qui met en ligne l'écologie, le social et l'économique. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, je vais aller très très court, et là c'est à l'État aussi d'organiser les choses, c'est de changer le logiciel. Si on veut faire bouger le capitalisme, on peut se dire qu'entre militants ou pionniers, on va pouvoir pousser les choses, mais après, il y a une vraie question de la valeur, par exemple, comment on construit de la valeur dans un monde où on réaligne ces valeurs écologiques, sociales et économiques. Ça veut dire, par exemple, toucher au logiciel qui est le plus puissant du capitalisme, qui est la comptabilité. Aujourd'hui, la comptabilité, elle est là pour faire du court terme et pour préserver le capital financier des entreprises et donc des actionnaires. Comment on bouge ça? Comment on intègre demain dans la production d'un pot de yaourt, je cite un pot de yaourt au hasard, d'un pot de yaourt, non seulement sa valeur financière telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi son impact social, ce qu'il a coûté à la planète. Quelles ressources on a extrait à la planète et comment ça joue sur le produit, sur la valeur du produit et la valeur de l'entreprise. Donc ça, ce sont des chantiers structurels, faire évoluer la comptabilité, former les nouvelles générations. Aujourd'hui, c'est bien de dire que Milton Friedman est mort, ce serait bien d'arrêter de l'enseigner, donc de faire en sorte que demain, quand on parle de microéconomie, de macroéconomie, de management, on pense autrement que sur des méthodes et des méthodes traditionnelles. C'est aussi la question de la visibilité. Comment, pour que une entreprise fasse pivoter réellement son modèle? Il faut qu'à un moment donné, pour nous, pour ses salariés comme pour les citoyens consommateurs, on puisse avoir une visibilité. Je vous mets au défi de me dire, vous prenez n'importe quelle entreprise, me dire, je suis sûr que cette entreprise, elle est tip-top, ou en tout cas, elle va sur le bon chemin, sur le plan social ou écologique. Elle a forcément un label
notamment un label bio qui est le plus répandu. Il y a 400 labels sur l'environnement en France. 400 labels. Comment voulez-vous que nous, tout à chacun, citoyen, on y voit quelque chose? Il y a X labels de RSE et Coralie, qui aime bien tous les sujets un peu simples, s'est dit tiens, je vais avoir une mission parlementaire sur ce sujet-là bientôt, sur les labels RSE. Comment on rend tout cela visible? Regardez la puissance d'un outil comme Yuka, avec toutes les imperfections qu'il peut avoir. Néanmoins, maintenant, aujourd'hui, par exemple des distributeurs comme Leclerc retirent des produits de leur rayon parce que pour améliorer leur score sur Yuka, pour se dire que le consommateur citoyen se dit ben, moi je veux une entreprise qui soit plus vertueuse sur le plan social et sur le plan écologique. Et donc comment, nous l'État, on essaie de redonner de la visibilité, parce que le vrai sujet de la massification de ce changement de paradigme, c'est si on arrive à faire en sorte que ce soit transparent. Le maître mot du changement de paradigme en matière d'engagement des entreprises, c'est l'objectiver, le rendre lisible et le rendre transparent. Donc c'est rétablir la confiance, et j'en aurais terminé là-dessus, même si je peux un peu continuer si vous me relancez. La confiance, ça a été dit tout à l'heure, la confiance en la démocratie, la défense aussi vis-à-vis des marques. On sort de décennies de marketing et de publicité où on nous a dit voilà comment j'installe la marque sur le marché. Aujourd'hui, vous prenez C'est qui le patron qui intervenait dans ces 2 jours. C'est quand même le pire du marketing, c'est quand même moche sur le plan du logo, le slogan ne veut rien dire, et pourtant ça cartonne, parce qu'il a rétabli la confiance. Et qu'aujourd'hui, Nestlé, Danone viennent voir, on se dit, mais comment ça se fait là? Nous on dépense des millions de dollars ou d'euros pour promouvoir notre marque, et aujourd'hui la marque est synonyme de défiance. Donc comment recréer de la confiance? Et là aussi, il faut créer de la coalition, c'est-à-dire que pour construire une marque, il faut la créer avec les consommateurs, avec ceux qui produisent les produits, et donc de recréer la confiance et le maître mot de la coalition. Et là, l'État a son rôle à jouer aussi en termes de lisibilité de ces solutions et du passage à l'échelle. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous, en tous les cas, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous.